Salut, bonsoir, ravi de vous retrouver dans After CAN, votre rendez-vous foot. Ça fait déjà plus d'une semaine qu'on est ensemble à vivre au rythme de la CAN 2019. Triste soirée ce soir malheureusement, 3 rencontres, 3 affiches, 3 matchs nuls. On va quand même espérer que cette émission ne soit pas nulle justement. Vous connaissez un peu le principe. www.sadafrique.com pour suivre le live, aussi sur le live Facebook, posez-nous vos questions, vos réactions. Avec mes invités, on y répondra en plateau avec Gaieté de Cœur, aussi le hashtag AfterCAN sur Twitter. Et surtout, restez connectés avec nous parce qu'en plus, à la fin de l'émission, il y aura les GD pronos. Aujourd'hui, les matchs étaient nuls, mais nous, on a un plateau de choix. Bruno Aoyo, éditorialiste de Voice of America. Bonsoir Bruno. Salut Mansour, salut à tous. Un peu content, je sais, parce que les écureuils ont pris un point. Pas gagné, mais ont pris un point. Justement, pas du tout content. Et là, le débris va être salé. Il faut dire les choses comme elles sont. Tu n'es pas content? Voilà. Bon, pas du tout content. On garde tout ça pour la deuxième partie. Je suis même la mine renfrognée, si tu veux les détails. Okay. Voilà. Ça tombe bien. C'est sa première. Mélissa, bonsoir. Bonsoir. Journaliste qui traite souvent sur cœur de coup de foot. C'est bien ça? Alors, Coup de foot, c'est un média que j'ai inventé avec une amie, oui, avec qui je suis sur Espace FM, dans une émission qui s'appelle Espace Foot, où là, on parle du football européen d'une manière générale. D'accord. En tout cas, si vous voulez suivre cette actu-là, allez sur Coup de foot. Vous connaissez le consultant Terence. Bonsoir Terence. Bonsoir Mansour, bonsoir à tous. Je sais que tu auras beaucoup de choses à dire, notamment sur Ghana-Cameroun. On attendait beaucoup plus en tout cas. On va revenir sur cette affiche. Et notre invité du soir, si je vous dis mode love, si je vous dis on est fatigué, Sokwe Baloté, vous me dites Anjiti. Bonsoir Anji. Bonsoir. Ravi de t'avoir parmi nous. Merci, c'est moi. Ouais. En plus, bon, on va dire que tu es mi-figue, mi-raisin. Le Cameroun n'a pas perdu, mais le Cameroun a 4 points. Et est qualifié surtout. Est bien parti pour se qualifier. Donc ça va, c'est une soirée, c'est une bonne soirée. Oui. C'est une bonne soirée. Je l'attends, elle. Il y a des comptes à régler. Elle a dit voilà. On sent que déjà que l'émission n'a pas commencé, il y a des comptes à régler. Alors voilà, on y est. On va commencer par la première affiche. Donc c'était Mauritanie-Angola, 0-0. Alors ma question va être simple. Hein. Je vais commencer par toi Bruno. Est-ce qu'on n'a pas assisté au match le plus mauvais de cette CAN pour l'instant? Alors ouais, il y a un match avec d'autres rencontres qu'on a suivies jusqu'ici, mais c'est clair que le niveau technique aujourd'hui à Ismaïla de ces deux équipes était très faible. Ouais. Voilà, on est sur 2 équipes très faibles qui certainement pour moi vont pas passer ce premier tour. L'équipe de Mauritanie certes a du cœur, voilà, avec Bessam et Ndiaye que j'ai bien aimé dans ce milieu de terrain. Une équipe qui a du cœur, qui se bat mais qui est un peu limitée malheureusement pour le peuple Mourabitoun et Corentin Martins. C'est une équipe d'Angola que j'ai trouvé un peu inspirée, qui finalement a beaucoup de joueurs qui peuvent faire le lien entre le milieu de terrain et l'attaque, ouais, mais qui n'ont pas montré grand chose. Et puis à cette grosse occasion, je pense que c'est Dalla, c'est ça qui manque, cette occasion pour ouvrir le score en fin de match. Wilson Eduardo. Donc on est sur un match très moyen et très clairement, certainement pour moi les 2 équipes les plus faibles de cette Coupe d'Afrique des Nations. Carrément. Est-ce qu'il y en a qui partagent cet avis ou pas? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Bruno. Je crois que les Mauritaniens avaient à cœur de ne pas prendre une raclée après le 4-1. Après le 4-1 face au Mali. Donc Corentin Martins a réaménagé notamment son équipe en milieu de terrain où il y avait Yali a rejoint Camara. Je crois que les Mauritaniens ont fait des choses simples, assez cohérentes. Je crois qu'ils n'ont pas à rougir, c'est leur première participation en Coupe d'Afrique des Nations. On sait que c'est difficile, surtout lorsqu'on sort d'un premier match où on a pris 4-1. Et donc les Mauritaniens ont marqué leur premier but contre les Aigles du Mali. Ce qu'on peut retenir de la Mauritanie, c'est qu'ils ont marqué leur premier point de manière historique lors de cette deuxième rencontre. Quand on est dans un groupe qu'on joue la CAN, le but c'est de se qualifier, c'est pas d'offrir ce genre de prestations. Après, l'ennui, c'est que se qualifier, certes, c'est le but de toute équipe, mais le problème, c'est que est-ce qu'ils ont les armes pour? Donc là, je pense qu'ils jouent avec ce qu'ils ont et ils n'ont pas grand-chose. Ouais. Donc c'est plus symbolique, ça me fait penser un peu au Panama en Coupe du Monde. Voilà, c'est une équipe, c'était la première fois qu'ils participaient. Le premier but, ça a été la joie et je pense que c'est ce qu'ils vont retenir, en tout cas les Mauritaniens. Et après, ils ont le temps de progresser, des CAN, il y en aura d'autres. Il y aura d'autres joueurs, je pense, qui vont sortir en Europe ou même sur le continent africain. Donc pour le moment, c'est une équipe jeune. Voilà. Donc, il manque surtout un leader dans cette équipe-là. Ouais, en fait. De Mauritanie. Voilà, on sent qu'il y a un manque d'expérience et tout ça. Il n'y a pas un joueur qui arrive à mobiliser toute l'équipe et tout ça. Ça va venir, espérons qu'avec le temps... Ouais, vas-y Bruno.
Ouais, après un mot quand même sur l'équipe d'Angola et de Vasiljevic, il y a quand même un gros manque de qualité, je trouve. Là, on est passé d'une équipe où on avait Flavio, Fabrice Acqua, Figueiredo, et là, on est avec une équipe d'Angola qui, franchement, est certainement une des plus faibles que j'ai vu évoluer, quoi. C'est clairement la reconstruction du foot angolais. Il y a beaucoup de boulot, quoi. On va voir les statistiques du match, mais avant ça, je vous pose une question. Est-ce que vous savez combien de tirs ont été cadrés sur ce match? 0. 2. Non, pas du tout. Un seul. Un tir cadré. Il y a eu 7 tirs côté mauritanien, 5 côté angolais, un seul tir cadré. Ça résume bien un petit peu ce qui s'est passé sur ce match. Oui, ça résume bien, parce qu'on a vu que les Angolais avaient de bonnes intentions. C'est-à-dire qu'à la récupération, les Angolais étaient présents, au pressing, ils étaient présents, mais j'ai trouvé que Djel Soldala, Mathéus et Djalma, surtout Djalma, qu'on a vu le premier match contre la Tunisie, lorsqu'il s'est éteint au cours de ce match contre une modeste équipe mauritanienne, c'est dire aussi le niveau quand même de cette équipe angolaise. Je crois que là... Ouais, justement, est-ce que l'Angola sur ce match, elle ne nous déçoit pas quelque part? Parce qu'on a vu l'Angola contre la Tunisie, à un moment donné, prendre le dessus sur la Tunisie, avoir des occasions. Là, on se dit, bon, contre la Mauritanie, en plus, ils ont eu la possession. Ils n'ont rien fait du ballon au final. Oui, bon, après, je pense aussi qu'il y a la chaleur qui n'aide pas beaucoup. Bon, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la chaleur pendant cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais sur des matchs comme ça, impulser le rythme pendant 90 minutes, c'est compliqué. Et puis la Mauritanie, quand même, il faut le dire, a apporté un vrai défi physique à cette équipe d'Angola. Donc je pense que l'Angola a joué sur son maximum. Et surtout, je pense que l'Angola est venu avec un peu de suffisance. Il jouait quand même contre la Mauritanie, qui est une équipe... C'est la première CAN. Je pense qu'ils ont vraiment joué à leur maximum. Mais qui n'ont pas, voilà, il y avait la chaleur, ils n'étaient pas techniquement, justement, c'est pas une si grande équipe que ça, et je pense qu'ils ont montré leurs limites. Quand même, ils ont quand même joué pas mal de. Ils ont un an, mais justement, c'est là qu'on dit que. Ils ont un fond de jeu, ça, je suis pas certaine. Absolument pas. Non, il y a toujours une base. L'Angola, quand même, a joué plusieurs cannes. J'ai vu l'Angola jouer contre le Cameroun il y a des années. Ils jouaient très bien. Aujourd'hui, ils n'étaient pas au rendez-vous. En fait, je trouve que c'est un peu. Non, mais justement. Offensivement, c'est une équipe qui était un peu désordonnée. C'est-à-dire que ça manquait un peu de créativité. C'est pas des actions qui étaient abouties, surtout sur le plan offensif. On voyait bien qu'ils avaient de bonnes intentions, mais qu'ils étaient limités. Ça faisait un peu désordre. C'est vrai que c'était le match avec sans doute le plus de déchets techniques. Manque de réalisme, beaucoup de déchets techniques. Je pense que c'est un match dans l'ensemble, que ce soit la Mauritanie ou l'Angola. C'est un match moyen. Voilà. Mais par rapport à ce que les Angolais ont montré contre les Tunisiens, je crois qu'on attendait un meilleur visage. En fait, le révélateur, ça va être le troisième match contre le Mali, où là, on peut plus se cacher, on peut plus parler de chaleur, etc. Ce sera un match en soirée en plus. Donc là, honnêtement, l'équipe d'Angola aura l'occasion de se refaire sur ce match-là, mais je ne suis pas persuadé. Moi-même, clairement, on l'avait dit en coulisses, pour moi, il n'y a pas de meilleur troisième dans ce groupe, c'est pas possible. Avec tout le respect que j'ai pour ces deux équipes-là, pour moi, je ne vois pas de meilleur troisième. En fait, je pense qu'on juge un peu trop rapidement l'Angola. L'Angola a joué encore tout à l'heure, je suis en train de dire par rapport à tout à l'heure, contre la Mauritanie, qui n'est pas vraiment une équipe, dont les gars sont arrivés avec un peu de suffisance. Laissez attendre de voir qu'ils rencontrent des cadors, des grandes équipes comme avant et tout ça. On va voir ce qu'ils vont produire. Peut-être la motivation sera supérieure. Qui vont se désinhiber avec le challenge. Après, les phases de poule, je trouve que d'une manière générale, dans cette CAN, je trouve que c'est un peu léger. C'est très léger. C'est un petit peu attentiste, non? Il y a peut-être beaucoup de calculs. Il y a beaucoup de calculs. Je trouve que les joueurs, déjà le fait d'attendre énormément la deuxième mi-temps pour pouvoir voir un but, sur beaucoup de matchs, c'est comme ça, bien des matchs, la plupart, je trouve que ça manque de quelque chose, ça manque de fougue, et peut-être que au niveau des phases finales, ça va augmenter. Après, dans la configuration, si tu permets, Mansour, de cette CAN où il y aura un meilleur troisième, je crois que tout le monde peut prétendre à la troisième place, même si l'Angola, comme Bruno le dit, ne reste pas une équipe. Est-ce que c'est peut-être pas justement ça, c'est que comme tout le monde se dit, il y a une place de meilleur troisième à prendre, on joue trop la sécurité, on se lâche beaucoup moins. On a vu souvent sur les CAN précédentes, le premier match c'est une entrée en liste, bon on gère, le deuxième match on se lâche. Là on voit que même le deuxième match ça se lâche pas totalement. Oui mais Mansour a raison, pourquoi? Parce qu'en fait généralement sur ces compétitions-là, on remarque un des effets pervers de ces compétitions, c'est que tout le monde voit qu'ils peuvent se qualifier, donc il y a beaucoup plus de calculs. Alors qu'avant, vous perdiez votre deuxième match, ou vous faisiez un match nul un peu piteux après une défaite claire, le premier match c'était terminé. Là, forcément, vous calculez un peu plus, mais moi je pense pas très sincèrement, franchement, le raté qu'on a vu tout à l'heure en fin de match,
n'y a pas de calcul là. Ça, c'est des faiblesses techniques. Il n'y a aucune équipe qui est officiellement éliminée, ça veut tout dire. Oui, mais ce qu'on peut aussi tirer comme enseignement, parce qu'on a déjà vu presque toutes les équipes ont joué 2 matchs, on peut voir que sur cette CAN, il y a des équipes qui ont beaucoup d'individualité. Je prends la Côte d'Ivoire, je prends le Sénégal, c'est des équipes qui sont plus en difficulté. Alors que les équipes qui ont aussi les individualités, je pense que les individualités sont plus au service du collectif. Et je crois que ce 0-0 là montre que, ces 3 0-0 là montrent que par exemple une équipe comme le Bénin, lorsque c'est fermé comme ça, c'est assez insipide, tout le monde joue derrière. Ouais. Je crois que c'est le talent qui peut s'exprimer. Et je crois que sur cette CAN, individuellement, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont au-dessus. Pour moi, le seul joueur qui fait l'unanimité, c'est Trezeguet, l'Égyptien. Mais il n'y a pas un joueur individuellement qui crève l'écran. Alors, je suis 100% d'accord. Ok. Alors, il y en a un qui était au match, il était à Suez, c'est Lassana Camara. Vous connaissez très bien Lassana Camara. Grand reporter du football malien, il nous propose son débrief, on le regarde et puis après on revient en plateau pour en parler. C'est fini pour le match de la Mauritanie contre la Tunisie. C'était un match haché, un des matchs c'était une purge sur le terrain. Mais on a vu le Mauritanien chercher à avoir des automatismes, chercher à avoir pas seulement la victoire, mais au moins un résultat positif. Les hommes de Corentin Martins ont eu ça. On a eu du mouvement sur le terrain. Bessam a été entreprenant. Adamaba a été présent. On avait une défense solide, mais il manquait cette fraîcheur-là, il manquait cette justesse technique-là pour que le Mourabitoun marque ce but-là qui va libérer le peuple mauritanien. Ça va être difficile parce que la Mauritanie joue son premier match le 2 juillet contre la Tunisie. La Tunisie qui était à la Coupe du Monde en 2018 en Russie. Ça va être compliqué pour le Mourabitoun, mais l'essentiel c'est de relever la tête après la lourde défaite contre le Mali. Lassana Camara depuis Suez. Alors il dit 2 choses intéressantes. L'essentiel, c'était de relever la tête. Donc, ce point, c'est important après la gifle reçue, après le 4-1. Et il dit une autre chose importante aussi, forcément, il se projette sur le 3e match. Ça va être très compliqué contre la Tunisie. Parce que d'ailleurs, on va regarder le classement du groupe. Ça nous fait donc Mali 4 points, Tunisie 2 points, Angola 2 points, Mauritanie 1 point. C'est pas gagné, hein? Ouais, pour moi, c'est pas gagné. C'est une équipe tunisienne, voilà, qui n'est pas du tout rassurante. Ouais. Alain Giresse balbutie, c'est une équipe qui manque de caractère, qui n'a pas de leader. Je crois que les Mauritaniens sortent d'une phase d'éliminatoire de la CAN, ils sont arrivés avec leur... ils peuvent continuer à rester dans cette dynamique-là et puis entretenir l'espoir face à un adversaire tunisien qui me paraît très prenable. Andy, vous voyez la Mauritanie créer la surprise face à la Tunisie, c'est une grosse cote ça quand même. Après, le football a vachement changé comme elle disait tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a beaucoup de surprises en tout. Ouais. Sincèrement, attendons de voir. Moi, je pense que la Mauritanie, on va voir. Sur quel match? Sur ces 2 matchs? Sur ces 2 premiers matchs? Pour l'instant, je pense qu'ils sont arrivés timidement. Ouais. Voilà, ils arrivent, ils voient l'Angola. Attendons de voir. Je pense qu'il y aura quelque chose de. Je pense qu'il y aura une surprise en fait. Clairement, avantage à la Tunisie. Mais de ce qu'on voit de la Tunisie, je crois que les Mauritaniens peuvent jouer quelque chose. Il y a quelque chose qui peut se passer. La Tunisie n'est pas, pour moi, elle n'est pas rassurante. Ouais. Elle n'est pas du tout souveraine. C'est possible. Après, gros avantage pour la Tunisie quand même, parce que la Mauritanie, c'est faible. Ça reste faible techniquement en termes de finition et autres. À voir. Après, sur un match, tout est possible. Hein. C'est là où, sur un match, tout est possible. Là, c'est pas un match aller-retour. Donc, il suffit d'un éclair de génie, vu que les joueurs aiment bien se neutraliser dans cette CAN. Ils n'ont plus rien à perdre. Ouais. Voilà, ils sont partis comme perdants. Peut-être qu'ils vont se désinhiber. Après, il faut voir dans quelle mesure, ça va beaucoup dépendre des Aigles de Carthage et dans quelle mesure ils vont être dans un bon jour techniquement. Ouais. S'ils arrivent à poser enfin leur jeu, à imprimer une maîtrise sur leur match, là, effectivement, ils risquent de ne pas avoir vraiment match. Mais par contre, là où la Mauritanie peut être vraiment intéressante, c'est dans le défi physique et aussi parce que sur un match, effectivement, sur un match comme ça, en plus coup près, 3e match de groupe, la Mauritanie a une possibilité pour montrer du courage, de la détermination. Et si la Tunisie est un peu en dedans, balbutie comme tu le dis Terence, ou est un peu dans le doute, il peut se passer quelque chose de très intéressant. Mais est-ce que justement l'avantage de la Mauritanie face à la Tunisie, c'est que peut-être la Tunisie a plus à perdre que la Mauritanie. La Mauritanie, c'est leur première CAN. Donc, quelque part, s'ils ne se qualifient pas, personne ne sera surpris, alors que la Tunisie joue très gros. Après, elle est en train de dire qu'elle est partante pour que la Tunisie... non, parce que la Tunisie, c'est un cadeau, c'est la Tunisie quand même. La Mauritanie, c'est personne. Ouais. Moi, je pense que... moi, je miserais sur la Mauritanie. Je pense qu'ils ont encore quelque chose à prouver. Ouais. Je crois que la pression sera sur les Aigles de Carthage, sur Alain Giresse et ses hommes, mais c'est une CAN qui nous a montré
qui nous a donné beaucoup de surprises. On voit beaucoup de surprises pour l'instant. Et donc moi je dis sur 2 matchs, c'est clair que les Tunisiens peuvent s'imposer face au Morabitoun, mais surtout sur un match par rapport à ce qu'on a vu de la Tunisie, moi je pense que c'est du 60-40. Vous mettriez une pièce sur la Mauritanie? Peut-être pas, mais... Non, mais peut-être pas. Mais après, la Tunisie, il faut respecter la Tunisie. Voilà, les Tunisiens sont habitués à être au 2e tour, même s'ils ne vont pas au bout. Ce sont des historiques aussi de la CAN. Donc, il faut respecter ça néanmoins. Mais je dis que par rapport à ce que les Tunisiens montrent, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup d'incertitudes. Voilà, donc la ça chance aussi... des débutants, moi je pense que la Mauritanie, on ne sait jamais. Voilà, il faut quand même voir. Comme l'a dit Mansour, ils ont beaucoup à perdre aussi. Donc je ne pense pas qu'ils vont laisser ce match passer. Mais c'est justement ça le piège. Ils ont beaucoup à perdre, donc ils auront la pression. Eux, ils n'ont pas de pression parce que ils ont tout perdu. On ne peut pas les critiquer parce que la première fois qu'ils arrivent, ils n'ont rien à prouver. Ils vont dire quoi? Allons jouer. C'est peut-être ça. Après, si la Tunisie... Mais en fait, moi, j'ai beaucoup de doutes sur le fait que la Tunisie, d'un coup, comme ça, réussisse à faire un match abouti, de A à Z, etc. Sauf s'il y a remobilisation psychologique et tactique. Mais autrement, la Mauritanie a vraiment un coup à jouer. Mais après, techniquement, c'est clair que malheureusement, il n'y a pas photo entre une Tunisie à 100% et la Mauritanie. Bon, vous l'aurez compris, il y a de l'espoir, mais ils ne sont pas prêts à parier dessus. Donc ça vous donne un peu une idée de ce qui va se passer. On passe à la deuxième affiche. C'était l'affiche de la soirée Cameroun-Ghana. On va dire 4e journée, 4e affiche qu'on a attendue, 4e affiche qui a un peu déçu, non? Dans le contenu, Terence. Carrément déçu, Mélissa? Pourquoi? Déçu, moi je m'attendais à un match avec déjà des buts, pour commencer. Plus d'opposition, je m'attendais à vraiment du contenu. Parce que ce soit au Cameroun ou au Ghana, je pense qu'il y a des joueurs de renom. Et je m'attendais vraiment à une performance plus ouverte. Après, comme on a vu le Sénégal face à l'Algérie, c'était pas aussi top. J'ai l'impression que, comme on le disait tout à l'heure, les équipes se retiennent. Voilà. Ça joue pas à 100%, je sais pas. Ce qu'il faut penser, moi je pense que la déception elle vient plus du Ghana, parce que le Ghana sort quand même d'une grosse contre-performance contre les écureuils du Bénin, sans faire offense aux Béninois et à Bruno. Et donc moi je pense que j'attendais plus une révolte des Ghanéens. J'attendais que les Ghanéens prennent le dessus, mais il faut comprendre qu'en face, c'était les Lions indomptables du Cameroun. Ils ont gagné leur premier match. Ils ont gagné leur premier match. Le deuxième match, c'est 4 points. On est dans une poule où, à presque 4 points, on est qualifié à 80%. Sauf Cataclysme. Sauf Cataclysme. Mais je pense que la déception vient plus des Ghanéens. Pour moi, le Ghana aujourd'hui est une équipe dans son ensemble, notamment le football ghanéen. Pour moi, le Ghana a raté sa transition intergénérationnelle. Pour voir, quand on voit la composition, par exemple, de l'équipe du Ghana, il y a 2 joueurs qui jouent dans les clubs majeurs, Kouadio Asamoah et Thomas Partey. Alors que, quand on regardait l'équipe ghanéenne qui brillait dans les années 2000, il y avait au moins 4 à 5 joueurs niveau Ligue des Champions. Et aujourd'hui, quand on voit les 23 joueurs ghanéens, c'est presque moyen. Thomas Partey, Kouadio Asamoah, encore qu'il n'est pas un titulaire en puissance à l'Inter de Milan. Donc ça aussi, ça peut expliquer. Mais d'un autre côté, on va dire que si on prend les 23 Camerounais et les 23 Ghanéens, mais le Cameroun a quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'ils ont une certaine arrogance, une certaine assurance. Il n'y a qu'à voir quand les Camerounais arrivent au stade. Quand ils chantent, ils sont portés par quelque chose. Et c'est des historiques de la Coupe d'Afrique. Je crois que les Camerounais sont en mode gestion. Ils ont fait le boulot. Ils savent que la CAN va commencer au 2e tour. Donc pour moi, déception pour le Ghana. Alors on va prendre une question internaute. D'ailleurs, l'occasion de nous rappeler que sur live Facebook, vous pouvez nous poser vos questions, on y répond. La preuve, on va prendre ce message de Sadia Diatrou Doucouré depuis Libreville qui nous dit un très bon match, il a manqué seulement les buts pour donner encore plus de joie. Est-ce que vous partagez ce truc-là? Apparemment, elle a pris du plaisir avec ce 0-0. Moi aussi, j'ai pris du plaisir. Ah, ben forcément, mais j'ai pris du plaisir. Nous, on est tranquille. La pression, c'est chez les Ghanéens. Peut-être en termes de points, oui, c'est un très bon match. Pour les supporters, c'est clair que vaut mieux avoir un point que 0. Mais je m'attendais à mieux. Après, le Cameroun, je m'attends toujours à mieux. Pour moi, c'est un grand d'Afrique. Et même non, c'est le grand, pas un grand. Non, c'est un grand. Faut dire le grand, c'est l'Égypte. Non, il y a l'Égypte, il y a la Côte d'Ivoire aussi. On ne peut pas dire que le c'est pas par rapport à la CAN, non pas par rapport à la légende, par rapport au charisme, par rapport à tous ces trucs-là. Le Cameroun, c'est au-dessus de tout, c'est le lion. Voilà. Bref, c'était pour dire qu'en fait, n'oublions pas que le Ghana arrivait avec une revanche de 2017. 2017, c'est exactement la Voilà, donc du coup, nous on était tranquilles en fait. Ils sont venus avec une pression énorme. Après, du coup, ils ont subi.
Parce qu'on n'a pas changé notre jeu. Ouais. Ils ont voulu apporter quelque chose, mais du coup, ils sont rentrés dans notre jeu et après, ils ne savaient plus comment faire. En fait, nous, on était tranquilles aujourd'hui, en fait. Alors, on a fait un super match. Ouais. Tranquille. Voilà. Alors, on va prendre après, il faut penser un peu aux téléspectateurs quand même, ou aux spectateurs. Aux spectateurs aussi, voilà. Parce qu'il y en a, même s'ils ne sont pas beaucoup. En 2001, on a gagné la Coupe d'Afrique, on n'a pas fait grand-chose. C'est vrai. On a joué au ballon, on a joué notre football. Même en 2017, un mur. Même il y a 2 ans. Hein. C'est un peu comme ça que le Cameroun fait. On a tweeté comme ça, nous. C'est les autres qui viennent se... Les 22 acteurs, c'est clair qu'on s'attendait à un match de qualité. Quand on voit ce que les Béninois ont produit face aux Ghanéens, je pense que Cameroun-Ghana, c'est une affiche historique de la Coupe d'Afrique des Nations, donc on s'attend. Ça fait quand même saliver, mais malheureusement... historiquement, justement, c'est pas un match où il y a beaucoup de buts. Voilà. Ça tourne rapidement au défi physique. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Après, quand on regarde les deux équipes, pour moi, le Ghana, à part Moubarak ou Akasso, pour moi, c'est pas une équipe qui a beaucoup d'idées, honnêtement, en ce moment. Il y a peut-être quelque chose à revoir avec Kwesi Appiah que... ça tombe bien, on va en parler de Kwesi Appiah tout à l'heure. Mais avant ça, on va reprendre une question de téléspectateurs. Une question de Frank Foster qui nous dit « J'ai vu ce match et j'ai été très confus dans le dispositif de Clarence Seedorf. Comment est-ce qu'a joué le Cameroun? Parce qu'apparemment, il dit qu'il n'a rien compris. » D'ailleurs, on va voir la composition. C'est vrai que Seedorf avait changé sa composition par rapport au match face... C'était face à Guinée-Bissau. Face à Guinée-Bissau, tout à fait. Il est passé du 4-3 au 4-4-2 et surtout 4 changements. C'est énorme. Souvent, on dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne, Bruno. Oui, mais je pense que là, il avait voulu un peu plus de jeu, passer un peu plus par les côtés. Mais après, je pense franchement qu'il fait de son mieux. C'est pas la meilleure équipe du Cameroun de l'histoire. Ouais. Pourtant, mais c'est une équipe qui a effectivement beaucoup de caractère quand elle est bien managée. Et dans l'esprit avec Seedorf et Kluivert, dans l'esprit, ils y sont. Ils essaient de faire quelque chose. Mais après, voilà, honnêtement, par exemple, ils se retrouvent à mettre Eric Choupo-Moting en meneur de jeu. C'est pour dire la faiblesse du potentiel camerounais en ce moment. Non, je suis pas d'accord. C'est pas une question de faiblesse. C'est qu'en fait, on s'est habitué à voir le Cameroun jouer d'une certaine façon. Ouais. Au Cameroun, il a toujours eu un leader. Le Cameroun a toujours joué avec un mec qui était devant, que tout le monde connaît. Ça fait longtemps. Mais on s'est habitué à ça. C'est ce qu'on connaît du Cameroun. Quand on parle du Cameroun, on s'attend, tu vas voir un joueur qui sort du lot. Là, c'est qui le leader qui sort du lot? Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment un mec de ouf qui arrive là et qui s'affirme. C'est le collectif aujourd'hui. Avant, quand on parle de Cameroun, on parle de Roger Mila, on parle de Samuel Eto'o, on parle toujours d'un joueur qui arrive avec une qui peut changer le match à tout moment. Aujourd'hui, il y a plus Rigobertson, des joueurs justement capables d'apporter un truc à tout moment. Aujourd'hui, il n'y a pas ce truc-là. Donc, du coup, le Cameroun joue un peu différemment d'habitude. Et c'est justement pour ça qu'aujourd'hui, on pense que le Cameroun ne joue pas vraiment, ne montre pas grand-chose. Ouais. C'est juste parce qu'on a une autre identité aujourd'hui. Il n'y a pas un joueur qui sort. Ouais, mais elle n'est pas exceptionnelle. Faut dire quand on voit qu'on sélectionne un joueur comme Choupo-Moting, pour moi, ce joueur, il est juste sélectionné parce qu'il joue au PSG. Je pense que vous allez au club au Tonnerre de Yaoundé, des Choupo-Moting, vous en trouvez 40. Voilà, c'est pas un joueur qui techniquement il n'apporte rien. Techniquement, il apporte rien même en termes de finition. Je trouve ça très faible. Et on peut se dire c'est un grand attaquant, donc le jeu de haut but, le jeu sans ballon, et même là-dessus, il n'est pas performant. Donc, je pense qu'il faut aussi essayer d'élever son niveau. Ouais. Et c'est pas parce qu'il est au Paris Saint-Germain, on voit ses performances au Paris Saint-Germain, c'est catastrophique. On va pas revenir là-dessus. Mais moi, je pense que c'est un joueur qu'on doit mettre en pointe. Mais en pointe, ça veut dire que il reste en pointe. C'est-à-dire c'est pas un attaquant qui décroche, donc il reste en pointe. Donc ça veut dire qu'il doit finir. En finition, il est 0. Non, moi c'est les 0. Pourquoi dire que les 0? On ne peut pas laisser passer ça. Non, on va laisser passer ça. On peut dire qu'un Camerounais est 0. C'est pas possible. Un lion? Non, mais c'est pas possible. Non, mais ça a beau être un Il est quand même au Paris Saint-Germain. Non, mais c'est un lion. Mais est-ce qu'ils sont contents au Paris Saint-Germain? Oui, il est au Paris Saint-Germain. En même temps, au Paris Saint-Germain, il a Neymar, il a Cavani et puis il a Mbappé à côté. C'est une doublure. Du coup, il passe pas. Malheureusement. Il faut savoir que Choupo-Moting aussi, c'était quand même l'attaquant. Avant d'aller au Paris Saint-Germain, ça a été l'attaquant de l'équipe de première ligue qui est descendu. Donc c'est un peu pour te dire à quel point, voilà, exactement, c'est pour voir à quel point il marque beaucoup. Non, moi je partage totalement l'avis de Mélissa. Je crois que le positionnement sur cette canne de Choupo-Moting pose évidemment problème d'un équilibre. C'est la même chose en Côte d'Ivoire avec Sérédié en meneur de jeu. Je ne comprends pas trop ce que Camara fait. Elle a tout à fait raison. Je ne sais pas pourquoi Choupo-Moting est titulaire. Peut-être qu'il apporte quelque chose d'autre.
On ne sait pas. Ça, c'est à Clarence Seedorf de nous le dire. Mais je crois que mettre Choupo-Moting en pointe à la place de Karl Toko Ekambi, non, le Cameroun va se priver de quelque chose. Non, mais après, c'est pas pour rien qu'il commence sur le banc aujourd'hui. Mais de toute façon, c'est pour dire que le Cameroun a quand même baissé par rapport aux standards auxquels on était habitués. Après, le football africain. Après, mais pour dire que le football africain, excuse-moi de te couper. Hein. La CAN aujourd'hui ne vaut pas la CAN couper, sinon ils vont parler de la CAN aujourd'hui ne vaut pas les CAN. Aujourd'hui, c'est une CAN où on se rend pas compte que le football africain a perdu de son essence parce que maintenant ils veulent jouer à l'européenne. Alors certes, en termes de préparation physique et de tactique, ils sont au point, mais on n'a plus cette fougue. Et c'est quand on voit que les 3 meilleurs buteurs ex-aequo sont africains, c'est-à-dire Mohamed Salah l'Égyptien, Sadio Mané, le Sénégalais et Aubameyang le Gabonais, c'est les trois meilleurs buteurs de Première Ligue avec 26 réalisations. La Première Ligue, c'est à mon sens le championnat le meilleur. Comment on ne peut pas avoir de fougue? On n'a pas de fougue, offensivement on n'a rien, on n'a plus rien en fait. Je trouve que c'est très faible. Et c'est parce que le football africain s'européanise. Voilà. Donc, ce qui faisait la force du football africain, on l'a perdu. Après, c'est aussi qu'on a pris beaucoup de retard aussi. Bon, sur ça, ouais. Mais après, je partage aussi son avis sur le fait que c'est vrai qu'avant, on avait des nations fortes. On savait que quand on jouait le Cameroun avait une certaine identité de jeu. Quand on affrontait le Ghana avait une identité de jeu, etc. C'est vrai que maintenant, ça c'est beaucoup plus dilué. On joue pareil. Tout le monde joue maintenant pareil. Voilà. On voit le but ça se joue entre les coachs, chacun vient aimer une technique et puis les joueurs essayent. Avant, tu savais pas ce que le latéral allait faire. Le latéral te faisait un truc, tu ne comprenais pas. Aujourd'hui, on sait que le latéral va quitter là, il va donner une passe au milieu, il va rentrer place à sa place, il va aller tirer le corner là. Tu vois, aujourd'hui tout est carré. Avant les gars, tu vois, les gars, ils faisaient des trucs comme il y avait une fougue et tout. Maintenant, il n'y a plus forcément ça. Au-delà de tout jugement subjectif, il faut quand même comprendre que la Coupe d'Afrique des Nations évolue avec le temps. C'est une compétition qui est particulière, ça se joue dans un contexte particulier. Moi, je pense quand même que, ne l'oublions pas, que ce soit l'Égypte, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Cameroun, ça reste pour moi des équipes qui ont l'ADN de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun, aujourd'hui, peut ne pas avoir un Samuel Eto'o-Fils, un Kanambiik et compagnie, mais le Cameroun garde quand même une force de caractère. Et cette force de caractère, on la voit dans le comportement de l'Égypte et dans le comportement du Maroc et de l'Algérie. Ça, on doit le retenir. Après, c'est vrai qu'on est tous amateurs du beau jeu, mais on va s'en contenter pour l'instant. Le problème aussi, c'est le côté générationnel. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a une bonne génération qui se termine, par exemple, je vais prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire, là, les Ivoiriens, ils se mettent en tête de faire de Jonathan Kodja le nouveau Drogba. Pour moi, c'est pas possible. Drogba, c'était un très, 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 très grand joueur. Jonathan Kodja, c'est un joueur qui est bon, qui peut avoir de bonnes performances, mais de là à en faire le leader de la Côte d'Ivoire et l'amener là où Drogba, réitérer c'est les pas lui rendre service même lui mettre cette pression. Voilà, il faut arrêter. C'est qu'on cherche toujours à chercher le nouveau Eto'o, le nouveau Drogba, le nouveau Kocha, le nouveau. Non, mais à un moment donné. Tu peux pas l'empêcher ça. Ça c'est le public qui a besoin de ça. Mais c'est pas le public. Moi j'ai l'impression qu'à l'intérieur, c'est comme ça que le discours est orienté là-dessus. Il faut que tu fasses comme les autres. Non. À un moment donné, ils font avec leurs forces. Les qualités de Kodja, c'est pas les mêmes que Drogba, donc pourquoi vouloir à tout prix lui donner le même standing, on critique autant Choupo-Moting à ton avis? Parce qu'il est pas au niveau. Il est pas mal, ce mec. Non, statistiquement. On revient sur Choupo-Moting dans quelques instants. On fait une courte page de pub et puis on revient après en deuxième partie. Restez avec nous et envoyez-nous vos questions. Vous savez que là dehors, en fait, ils sont des milliers à compter sur nous. On sait que c'est difficile. L'adversaire est coriace. Il faut rien lâcher. Surtout, ne vous laissez pas impressionner. Et on cherche les combinaisons. Soyez collectifs. Comme toujours. On est une bonne équipe. On est une belle équipe. Et moi, j'ai confiance en vous. C'est comme ça qu'on pourra battre le coup dystrophie. Et aider les enfants malades. Allez, c'est parti. Bienvenue dans votre journal de la mi-journée. Bienvenue à toutes et à tous dans le grand journal des sports.
Afrique, toute l'actu, tous les sports, tout l'Afrique. Salut à tous, vous connaissez After Stade. Pendant la CAN, rendez-vous dans After CAN, votre émission 100% foot, tous les soirs après le dernier match du jour, avec en plateau mes invités et mes chroniqueurs pour débattre sur des sujets enflammés. Au programme, beaucoup de bonne humeur et aussi de l'analyse et du décryptage. Mais aussi votre participation à vous, les téléspectateurs, sur les réseaux sociaux. Envoyez-nous vos questions, on y répondra en plateau. On compte sur vous dans After CAN, sur Stade Afrique et nulle part ailleurs. Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sport Palabre sur Stade Afrique. Est-ce qu'eux, ils y vont sans complexe en disant « mais moi aussi j'ai le droit ». Maintenant après, comme je disais tout à l'heure, c'est un tour de table des fois qu'on peut avoir. On veut responsabiliser les fédérations. En fait, déjà dès que tu commences en pro, on te dit tu as ce devoir d'exemplarité. Qu'il se passe en Europe, en Asie, en Afrique ou ailleurs, le monde entier pourra le voir. Des débats enflammés, des polémiques et des spécialistes. Votre talk show du mercredi, c'est Sport Palabre à 19h20, présenté par Laurent Leleu. Retrouvez-moi tous les mardis à 19h40 dans Brakissa Rencontre pour découvrir une nouvelle personnalité du monde sportif. After CAN, deuxième partie, le débat était enflammé autour de ce match Ghana-Cameroun, Cameroun-Ghana, toujours avec Bruno, Mélissa, Terence et notre invité Ndjiti. Je les ai coupés, ils étaient en train de s'enflammer sur le cas Choupo-Moting. Alors, qui veut prendre la parole avant que juste on finisse vite fait sur Choupo-Moting? Forcément, il le défend, allez. Bien sûr, pour moi, je voulais dire, voilà, pour moi, Choupo, jusqu'à preuve de contraire, il n'y a aucun joueur en ce moment dans l'équipe du Cameroun en pointe meilleur que lui. Voilà. C'est juste que je pense que par exemple aujourd'hui il aurait dû commencer le match. Il n'est pas mis en confiance. Déjà ça va pas au PSG, ça crie de partout. C'est un joueur qui a besoin de confiance, il a besoin qu'on le prenne un peu. Du coup justement tu es en train de dire, on le critique aussi parce que les gens ont toujours Samuel Eto'o en tête. Ouais. Du grand attaquant camerounais qui faisait plein de trucs. Du coup le gars, peu importe ce qu'il fait, on trouve ça médiocre. C'est un gars, il est bon, il a besoin de confiance, il a besoin qu'on le mette en confiance. Et je pense qu'on devrait plutôt l'encourager que de le descendre comme on le fait en ce moment. Pour moi, je ne le descends pas. Moi, je m'en tiens aux faits, voilà, je m'en tiens au match, je m'en tiens aux performances. Après, tout le monde dit que c'est quelqu'un de très sympathique et on ne remet pas en cause sa sympathie, mais là, on parle de football. Voilà. Donc après, peut-être qu'il a un apport au jeu camerounais et ça... Pas de sympathie, hein, non, mais je parle en général parce que souvent, les gens qui le défendent disent oui, c'est quelqu'un de sympathique, certes, mais en fait, en termes de... techniquement, c'est très limité. En termes de finition, c'est limité. Choupo-Moting, je suis désolée, pour moi, c'est pas un joueur qui... Il n'a pas de saison référence à 15-20 buts. Ouais. Voilà, déjà, exactement. La plupart de ces saisons, c'est 10 buts. Voilà. Et ça, on parle de ses anciens clubs. Pour le contexte africain, en fait, déjà, Choupo-Moting, c'est plus un 9,5, on va dire. Ouais. Et il est quand même intéressant dans voilà, sa capacité à combiner dans les petits espaces, etc. Ça reste quand même un bon joueur de foot. Mais effectivement, là où déjà, il a manqué, on se souvient pourquoi il a manqué la CAN 2017, pourquoi? Parce qu'il voulait prolonger son contrat à Schalke en priorité. Déjà, pour moi c'est quelque chose, je ne comprends pas comment il est encore en équipe du Cameroun actuellement, mais de deux qu'il ait le brassard, pour moi c'est un scandale absolu. Après, il peut être intéressant dans son apport, mais en tant que remplaçant, et pour moi quelqu'un comme Stéphane Baoken par exemple, qui est un super attaquant, je demande à le voir un peu plus tard dans le tournoi. Pour moi un capitaine c'est un leader technique et mental. Techniquement,
Mais justement, est-ce que c'est pas, on n'utilise pas justement le fait qu'il soit au PSG, que c'est un club qui est très médiatisé, que lui aussi, justement, pour essayer de tirer les autres vers le haut par rapport à ça? Ou peut-être parce que le coach essaie justement de lui donner un peu de confiance aussi. Non, moi je pense que c'est au PSG. Je pense que si on fouille, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le club, le grand club, le Tonnerre de Yaoundé, qui a vu notamment Georges Weah, je pense qu'on en trouve. Si on fouille au Tonnerre de Yaoundé, on aura meilleur que Neymar. On aura meilleur que Neymar à Yaoundé si tu vas. Mais ce n'est pas ça. Il y aura des meilleurs joueurs partout sur la terre si tu vas fouiller. Choupo-Moting, pour moi, pour l'instant, il n'y a pas mieux que lui à l'attaque du Cameroun. On ne lui donne pas assez de chance. Voilà, il faudrait qu'on lui donne un peu plus de confiance. Pour clore le débat sur Choupo-Moting. Moi, je pense que Bruno a bien résumé les choses. Choupo-Moting, dans son positionnement 9,5, les petits espaces, on voit bien qu'il n'est pas trop mal dans l'équipe du Cameroun. Mais la question qu'il faut se poser, c'est que lorsqu'on va arriver au deuxième tour, où on aura besoin de joueurs qui jouent dans un autre registre, où on a besoin d'un certain effort, je pense que dans la configuration de l'équipe du Cameroun, moi, Stéphane Baoken et Karl Toko Ekambi ont de l'avance sur un Choupo-Moting. Après, je ne remets pas évidemment en cause les qualités de Choupo-Moting. Après aussi, quand un sélectionneur, on a tendance à le dire, quand on prend 23 joueurs, des fois on ne prend pas les 23 meilleurs joueurs, mais c'est peut-être les 23 meilleurs joueurs qui jouent ensemble. On a vu qu'au Paris, une équipe comme le Paris Saint-Germain, tout le monde n'a pas compris que le Paris Saint-Germain pouvait signer Choupo-Moting. Peut-être qu'il a quelque chose d'autre qu'il apporte et qu'il a mais qu'il transmet. Comment quelqu'un peut être au Paris Saint-Germain et on dit peut-être qu'il a quelque chose? Mais d'un point de vue footballistique, moi je pense que Choupo-Moting dans l'équipe du Cameroun, si le Cameroun a de l'ambition, je crois que l'apport de Choupo-Moting va poser problème. Petit aparté, c'est quand même important d'avoir 23 joueurs. On a vu des équipes nationales féminines où on fait le tournoi à 14 ou 15 joueurs. C'est la crise nationale un peu partout en France depuis qu'il y a l'élimination. On continue sur cette affiche Cameroun-Ghana. On va aussi un petit peu parler du Ghana avec cette question justement d'Emeric Abongo qui est depuis la RDC, comme quoi on le regarde depuis partout. Et il nous dit, pour parler de la prestation du Ghana, face au Cameroun, le Ghana n'a quasiment rien fait pendant 80 minutes, mais s'est procuré beaucoup d'occasions franches dans les derniers instants. Comment jugez-vous la prestation du Ghana? C'est vrai qu'on les a vus très forts au début et très forts sur la fin, mais entre les deux, traversée du désert. Trou d'air. Après, l'équipe du Ghana, comme on le dit, voilà, c'est une équipe offensivement pas trop mal, défensivement. Bon, visiblement, quand John Boy joue pas, c'est bien. C'est mieux déjà. Voilà. Mais au milieu de terrain, au niveau de la créativité, ils ont beaucoup de mal. Et je pense aussi que peut-être il y a une fin de cycle qui arrive tout doucement avec Kwesi Appiah, qui a beaucoup capitalisé sur l'effort de groupe, etc. Je pense qu'il arrive pour la CAN 2013, il me semble, ou pour la CAN 2015 qu'il arrive. Et à ce moment-là, il avait beaucoup capitalisé sur cet esprit, pas de star, etc. Et là, je trouve que même tactiquement, dans l'idée, dans ce que tu disais au niveau du renouvellement, ils ont du mal. Heureusement que Richard Ofori, le gardien de Marisbourg en Afrique du Sud, a été là, parce que sinon, ça aurait été très compliqué. Mais est-ce que justement là, avec ce Ghana-là, on n'a pas les limites du système Kwesi Appiah, parce qu'il n'y a plus personne pour tirer les autres vers le haut? On a vu l'histoire du Capitana à Terence qui a peut-être fait qu'il y a peut-être des clans maintenant. Non, mais c'est ce que moi je t'ai dit, ce que je disais en préambule de cette émission. Moi, je pense que le Ghana a raté sa transition intergénérationnelle. C'est-à-dire que lorsqu'un joueur comme le capitaine Gian Asamoah se permet de revendiquer le capitana, c'est parce qu'il sait qu'en face, il n'y a pas de concurrence et qu'il reste l'un des attaquants en activité dans les Black Stars du Ghana les plus prolifiques. Moi, je crois que du temps des siens, du temps d'Appiah, ce comportement-là, il ne l'aurait pas eu. Donc, moi, je ne peux pas m'attendre à grand-chose de l'équipe du Ghana, notamment si on revient sur sa prestation contre les Lions. Je refuse pas ce que tu es en train de dire, sincèrement. Mais n'oublions pas qu'en face du Ghana aujourd'hui, il y avait le Cameroun. Il y avait le Cameroun en face aujourd'hui. Le Ghana n'a pas mal joué. Sans parler du Cameroun, il y avait ce premier match face au Bénin aussi qui a montré des premiers signaux, des avertissements. Sincèrement, aujourd'hui, si le match pouvait se prolonger encore de 20 minutes, je pense que le Ghana aurait pu faire quelque chose. Justement, dans les 20 dernières minutes, le Ghana a fait des choses. C'est vrai, ils ont poussé. Ils ont poussé. Parce que quand le Ghana, il faut arriver sur la défensive. Ils se sont libérés seulement vers la fin du match en fait. Donc sincèrement, il y aura vraiment des surprises dans ce tournoi-là. Sincèrement, n'oublions pas que le Ghana est en face du Cameroun aujourd'hui et que le Cameroun, c'est pas n'importe quelle équipe. Je pense que le Ghana, c'est une équipe qui va devoir exploiter au maximum les temps forts. Voilà. Ils vont devoir jouer sur leur temps fort parce que comme on l'a vu, il y a un trou. Au début, ils subissent, ensuite ils arrivent à avoir la possession et à se créer quelques petites occasions. Je pense qu'il va falloir capitaliser sur les temps forts, essentiellement. Voilà. Parce que sur tout un match, ils ne peuvent pas tenir. On l'a vu,
c'est faible un peu. Alors, nouvelle question de Maman Bachir depuis Niger qui nous dit le Ghana, à l'image de la Côte d'Ivoire et autres sont venus juste se balader à la CAN. C'est peut-être un peu sévère. Deuxième partie, c'est-à-dire les équipes du Maghreb jouent avec envie et le cœur. Est-ce qu'elles ne méritent pas plus de gagner la CAN? Et je crois qu'on en parlait en off. Il faut dire que les 2 dernières éditions de la Coupe d'Afrique des Nations, donc l'édition de 2006 et l'édition de 2004 en Tunisie, ça a vu le sac de la Tunisie en 2004 à la maison et de l'Égypte en 2006. Ouais. Moi, je pense que d'un niveau comportemental, quand on prend le comportement des Algériens, moi, je pense que les Algériens, techniquement, on connaissait ce que cette équipe avait, mais quand on voit la patte Djamel Belmadi, pour moi, le symbole de ça, c'est Sofiane Feghouli. Sofiane Feghouli, aujourd'hui, se sacrifie et est dans le dépassement de soi. C'est vrai qu'on les a vus dans un risque de combat, là où on ne les attendait pas. Mais évidemment, il n'avait pas le combat et c'est ce qu'on reprochait notamment aux Tunisiens. Quand tu vois Aïssa Mandi, quand on voit Benasser, Guedjura, c'est des joueurs, pour arriver à ce niveau-là, il a fallu qu'ils jouent entre 2 et 3 Coupes d'Afrique des Nations. Quand tu vois ce que l'Égypte dégage en termes d'assurance, en termes de concurrence, moi je pense que l'Égypte, le Maroc et l'Algérie, ce sont des équipes qui sont parties pour être soit dans le dernier carré ou remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Et seuls le Cameroun et le Nigeria me paraissent les seules équipes qui pourront contester cette suprématie qui semble être décidée. Du coup, il ne va pas démentir vu que tu as mis le Cameroun dedans. Il m'a peut-être dit que voilà, attendez, tu parles comme ça depuis longtemps. Non. Là, tu te sens bien. On va d'accord pour cette analyse que les nations du Maghreb ont un avantage sur cette carte. Oui, je suis tout à fait d'accord. L'Algérie, pour moi, c'est la favorite. En fait. Ouais. Pour moi, l'Algérie, je pense qu'elle peut aller au bout. Après, il va falloir que défensivement. Tu peux oublier le café tout à l'heure. Non, mais après, il va falloir que défensivement, il fasse attention quand même, parce que on dit qu'il y a une solidité défensive et offensive aussi. Qu'offensivement, c'est bon, avec Mahrez notamment, qui est un joueur qui n'est pas forcément le plus technique, mais lui, chaque frappe, qu'elle soit lointaine ou proche, c'est cadré, c'est propre. Il a un jeu très propre. Après, défensivement, on l'a vu face au Sénégal, il y a eu quand même 52 fautes lors de ce match, donc 38 côté algérien. Donc, défensivement, on va falloir faire attention. Parce que, par exemple, il y a eu quand même le penalty dans la surface. Enfin, le penalty, quoi. La VAR ne marchait pas, il n'y a pas la VAR. Mais ça, voilà, ça, c'est encore... j'espère qu'on va en parler. J'espère qu'on peut en parler, parce que le fait de ne pas mettre la VAR dès le début, pour moi, c'est... On en a parlé pendant plein d'émissions. Le sida du foot, là, on ne peut pas parler de ça. Ça, c'est fort, ça. Alors, nouvelle question encore de Olivier Capo-Golvin qui nous demande le Ghana peut-il se qualifier pour les 8e? Tout le monde est d'accord pour dire oui? Oui. En battant la Guinée-Bissau, voilà. Surtout qu'il faut la battre. Il faut la battre par contre, parce que pour l'instant, on rappelle le classement de ce groupe. Le Cameroun a 4 points, quasiment assuré d'être qualifié sauf cataclysme. Qualifié. Ensuite, donc, suit qui dans ce groupe? Bénin et Ghana avec 2 points, et Guinée-Bissau. Donc, moi, je pense que non. Je crois que les Ghanéens ont les moyens d'aller au deuxième tour, et ça, c'est peut-être au deuxième tour où ils devront manifestement élever leur niveau de jeu s'ils ont envie d'aller au bout pour cette fois-ci. Est-ce que justement c'est pas ça, les grosses équipes on attend tout le temps, là c'est un peu un tour de chauffe, on sait qu'en plus c'est la CAN à 24, il faudrait vraiment un cataclysme pour ne pas passer. C'est un peu ça, non? Oui, après ça n'empêche quand même pas qu'on a, on a quand même des équipes un peu qui ont des difficultés, comme la Mauritanie, l'Angola, comme on l'a dit, comme le Bénin. Donc parlez des gros, Bruno. Je sais que vous aimez bien le Bénin, mais je parlais de gros. Pour moi, je trouve un peu dommage d'avoir des affiches comme ça, Cameroun, Ghana, au début. C'est un peu un gâchis en fait pour moi. Ça, c'est vraiment des affiches de quart de finale, demi-finale, Ghana, Cameroun. Là, ça aurait été différent. On se retrouver en demi, cela dit. Ça n'aura pas la même saveur. Pas du tout. Pas du tout. Alors, on va continuer cette émission avec une nouvelle question téléspectateur. On va prendre qui? Alors, dans la même logique, peut-on voir le Ghana ne pas passer? Honnêtement, le Ghana est plutôt bon en fait dans les moments de mission commando. Quand il faut tout resserrer et qu'il faut que les leaders se montrent. Donc moi, je vois quand même très difficilement le Ghana pas battre la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau est une équipe certes disciplinée tactiquement, ils font les efforts les uns pour les autres, etc. Mais un Ghana bien cadré avec Owusu, André Ayou, Atsu, etc. Dans un jour correct, c'est Guinée-Bissau. Autrement, c'est un échec cuisant.
plutôt rassurant. Alors, on va passer au dernier match de la soirée. C'était pas forcément le plus sexy sur le papier. Le fameux Bénin-Guinée-Bissau. Là aussi, pas de surprise, 0-0. Mais bon, quelques enseignements à tirer de ce match. Le Bénin avait fait un match plutôt intéressant face au Ghana, Terence. On attendait une confirmation. Le soufflet est un peu retombé, on a l'impression. Oui, après un match nul, un 2-2 qui ressemble plus à une victoire contre le Ghana, oui. Contre le Ghana. Je pense qu'on attendait plus de cette équipe béninoise face à une équipe de la Guinée-Bissau moyenne. Je crois que c'est comme ce que j'ai dit en début d'émission, lorsque la force du collectif, lorsque le collectif ne fonctionne pas, je pense qu'on peut s'en remettre à ses individualités. C'est vrai que Stéphane Sessegnon, c'était son premier match, son entrée en lice en Coupe d'Afrique. J'attendais qu'un Stéphane Sessegnon se mette au niveau de ce qu'il a et de ce qu'on connaît de son talent. Mais malheureusement, on est très déçus d'un point de vue comptable pour les Béninois parce qu'ils avaient une formidable occasion après une dizaine d'années d'absence en Coupe d'Afrique de marquer le clou et de prendre les 3 points pour la qualification. C'est vrai qu'on attendait tous Sessegnon parce que c'est quand même la star du Bénin, on va pas se le cacher. Il était suspendu pour le premier match et on attendait porter cette équipe des Écureuils. Ça n'a pas forcément été le cas, beaucoup de déchets. Ouais, après il y a d'autres joueurs dans cette équipe aussi. Steve Mounier qui n'est pas super sur ce début de tournoi. Après l'équipe du Bénin, très honnêtement, voilà, à partir du moment où vous avez une occasion rêvée de gagner une première fois un match dans une CAN après avoir participé plusieurs fois depuis 2004, vous n'avez toujours pas gagné un match, là c'était le moment. C'est malheureux, mais c'est comme ça, c'est une occasion manquée. La Guinée-Bissau, qui est franchement pour moi m'a pas impressionné sur ce match. Certes, voilà, on voit bien les 2 lignes de 4 là, avec limite avec le milieu de terrain de soutien d'attaque qui revient défendre en position défensive de Bassirou Kandé. Ouais. Mais très honnêtement, cette équipe de Guinée-Bissau était prenable. Donc là, pour le Bénin, il va falloir sortir un résultat face au Cameroun. Ça va être hyper compliqué et c'est vraiment une occasion ratée parce qu'il y avait d'autres joueurs. Après même il y avait Sebio Soukou aussi qui avait fait plutôt un bon match contre le Ghana qui n'a pas réussi à être bon. Cécile Almeida qui a essayé mais qui n'était pas non plus dans un super Jordan Adéotique qu'on attend aussi sur ce genre de match. Alors, qui a essayé mais limité, c'est une occasion manquée tout simplement. Alors, une question encore de téléspectateurs ou internautes. Alors, l'occasion de vous dire qu'on est toujours en live sur Facebook. Continuez à poser vos questions. Il y en a beaucoup du Bénin justement qui sont en train d'affluer. On en prend une de Yves Premier depuis Cotonou. Pensez-vous qu'avec le jeu présenté ce soir par le Bénin, l'équipe peut se qualifier? Non. En fait, pour moi, je trouve que ce soir, vraiment ce match, c'était un ennui total. Non, moi je pense que... C'était un ennui total, ils n'ont rien montré de technique. Enfin, moi je me suis ennuyé en fait, en regardant ce match-là. Moi je crois que les Béninois, un match référence, c'est le premier match contre les Black Stars du Ghana. Il faut que les Béninois reviennent à ça, il faut qu'ils mettent les ingrédients qu'ils ont eu à mettre face aux Black Stars du Ghana, c'est-à-dire que dans l'attitude, dans l'engagement, dans le comportement. Mais je crois que s'ils montrent ce qu'ils ont montré lors du dernier match, je crois que ça va être difficile face à une redoutable équipe camerounaise qui aura à cœur de ne pas se faire peur néanmoins, parce qu'à 4 points. Il veut une boisson. Là, clairement, c'est une victoire du Cameroun que je vois pas autre chose. Avec ce qu'ils ont montré ce soir, je ne les vois pas en train de nous titiller un petit peu. Après, un peu comme tout à l'heure, peut-être que la chance... Après, justement, non, on parle pas de la Mauritanie. C'est pas possible. Non, mais est-ce que, justement, quelque part, quand on a vu le Bénin un petit peu se sublimer face au Ghana, est-ce qu'ils n'ont pas besoin de ce genre de grosses affiches pour se dire, pour hausser leur niveau? Est-ce que c'est pas ça aussi qui peut les handicaper? Ça peut être une source de motivation, oui, effectivement, mais... Ils vont jouer le champion en titre. Voilà, c'est toujours un challenge en plus. Après, est-ce qu'ils ont les armes pour les battre? Je ne pense pas. Après, Michel Duffuet, c'est quand même un entraîneur qui a souvent fait du travail de qualité en Afrique. S'il arrive à bien quadriller, à bien mettre en joue, si je puis dire, cette équipe du Cameroun, il y a possibilité de faire un truc si on est plus dans la position de l'insider. Mais c'est clair que nous, l'équipe du Bénin, les Écureuils, on a vraiment beaucoup de mal quand on est favori. Ouais. On avait déjà eu ce cas de figure à la CAN 2010 face au Mozambique où on mène 2-0. Finalement, on fait match nul de 2 et c'était une nouvelle occasion de gagner une première fois un match dans l'histoire de la CAN. On n'a pas réussi. Donc ça veut dire que dans ce groupe-là, il n'y aura sans doute pas de surprise.
peut-être meilleur troisième. C'est possible pour le Bénin, ça, par contre. Oui, meilleur troisième. Après, le meilleur troisième, c'est d'aller chercher un match nul. Un match nul contre... Face à un Cameroun qui n'a pas forcément besoin de gagner. Qui n'a pas forcément besoin de gagner. Donc, moi, je pense que les Béninois ne partent pas. Ils viennent peut-être de loin, mais ils ont une base de travail. La base travail, ils ont un match référence. Ça reste les Black Stars du Ghana, même si c'est plus la même équipe ghanéenne, mais ça reste néanmoins les Black Stars du Ghana. Donc, les Black Stars du Ghana ont fait un 0-0 contre les Camerounais. Mais moi, je dis que si les Béninois mettent la même intensité, ils ont le même comportement qu'ils ont eu contre le Ghana, contre le Cameroun, il y a moyen au moins de prendre un point. En vérité, ils avaient leur chance ce soir contre la Guinée. Ils l'ont loupé. D'avoir 4 contre points, le Cameroun, ça va être vraiment très très difficile. Voilà, est-ce que justement, comment est-ce qu'ils vont faire pour arriver à se remobiliser seulement en se disant on a peut-être raté le coche à ce moment-là? C'est dur aussi dans les têtes quand on est footballeur, on se dit on a fait un très bon match référence face au Ghana. D'ailleurs, on n'a pas pu rentabiliser ce point du match nul. Après, je pense que là, ça va jouer au mental, clairement. Voilà, après, moi, je ne suis pas trop fan des matchs références parce que voilà, ça peut être de la chance aussi. C'est une référence, mais c'est peut-être de la chance, on ne sait pas. Après, là, maintenant, ça va jouer au mental. Face au Cameroun, je pense que c'est le mental, plus que le physique. Je pense que si mentalement, ils ont envie de le faire, peut-être qu'ils vont pouvoir les tenir en échec. Mais tout ça, c'est très hypothétique. Hein. Bon, donc, contre le Cameroun, tu es en train de montrer qu'ils ils ont déjà gagné, ils ont gagné un match. Là, ils ont un point aujourd'hui. Donc, sincèrement, ça va être difficile. Elle en remet une couche. Alors, juste une dernière question de téléspectateurs. D'ailleurs, c'est même pas par rapport au match du Bénin, c'était par rapport au match d'avant sur le Cameroun. C'était pour. Qu'avez-vous pensé de la prestation de Clinton Ndiaye? C'est Stéphane Doumbé, Bema et Kedi qui nous demande. Lui dit qu'il a trouvé nul. Nul. Il dit très égoïste, au passage. Non, mais après, les attaquants se doivent d'être égoïstes un petit peu. Moi, je l'ai trouvé pas mal. Ouais. Clinton, après, c'est pas un joueur que j'affectionne, c'est pas un joueur que je regarde forcément. Ah, si toi-même, en tant que Camerounais, tu me dis, ça n'a rien à voir. Il a tenu le discours, on le sent. Non, sincèrement. Non, mais. C'est pas un joueur que j'affectionne. Ouais. Mais aujourd'hui, je l'ai trouvé pas mal, sincèrement. Il nous a sorti un splendide extérieur du pied ou. Moi, il était pas mal, sincèrement. Comme Clinton dit, les qualités qu'il a, moi je pense que j'attends plus. Ouais. Quand on voit la concurrence qu'il a en attaque, Baoken qui joue Toko Ekambi aussi. Voilà, Toko Ekambi. Je pense quand même qu'un joueur comme Clinton G, si on se base sur ses qualités, on attend plus. Mais bon, quand on voit que c'est un intermittent du spectacle à Marseille, on n'est pas. Je suis pas un peu surpris. Il est plus haut niveau en fait depuis qu'il est à Marseille, je trouve. Je trouve qu'il a énormément perdu. Non, mais l'environnement de Marseille. Oui, à Lyon, c'était pas le même joueur. À Lyon, il était très talentueux. Je veux dire un truc tout à l'heure, c'est que ce qui arrive avec tous les attaquants camerounais, c'est la comparaison avec Samuel Eto'o. Quand il est arrivé, ce jeune-là, c'est vrai. Dès qu'il a commencé à jouer, on a dit nouveau Samuel Eto'o. C'est vrai. Il a commencé par un doublé d'ailleurs. On a dit Samuel Eto'o et depuis, voilà, c'est fini. C'est fini. Malheureusement pour lui. Le fantôme d'Eto'o. Avant d'attaquer la partie pronostic que vous connaissez, on va quand même s'intéresser un peu à notre invité. Ndjiti, donc on disait tout à l'heure, oui. Artiste, chanteur, auteur, compositeur, interprète. Oui. Actuellement, alors quelle est un petit peu la suite des programmes? Je tourne un petit peu. Mon prochain concert, j'ai d'ailleurs fait un concert mardi dernier à Genève. On t'a appelé pour te dire ça. Exactement. Donc, et là, le prochain concert, c'est en août, le 15 août. Et après, on a 2 gros concerts, le 7 novembre et le 18 décembre prochain. Ce sera donc Chemin Vert à Reims. À Reims? Oui. Tous? Chemin Vert et Cartonnerie en décembre. D'accord. Invité, j'espère. Après ce que tu as dit sur le Cameroun, je suis pas sûr. Et donc voilà, il y a 2 covers qui vont sortir. Il y a un clip qui va sortir et il y a un cover dans lequel je refais un peu les classiques de 2017-2018. Je reprends un peu de Gims et tout ça. Et là, j'ai mon nouveau single qui va sortir qui s'appelle S'aimer davantage. S'aimer davantage. Ouais, le 25 août, ouais. Toujours dans le love, vous l'aurez compris. Le love, ouais, parce que malheureusement, je suis un gros lover et j'écris beaucoup sur il faut un peu d'amour dans ce monde de brut où il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Alors, vous connaissez un peu, ceux qui connaissent la maison en tout cas savent que c'est l'heure des pronostics avec notre partenaire Mon Petit Prono. Attention, hier j'ai fait une très bonne journée, je suis remonté, je suis dans le top 15 de la Ligue Stade Afrique. Donc vous connaissez le principe, vous allez sur Mon Petit Prono, le challenge After CAN, la Ligue Stade Afrique, on est quasiment une centaine, vous donnez vos pronostics et le meilleur pronostiqueur de la CAN 2019 aura un cadeau. C'est moi qui paye l'addition, c'est promis et je vous garantis, c'est pas un petit cadeau, ce sera un gros cadeau, on va faire les choses en grand. Alors, 4 rencontres au programme de ce dimanche. 3e journée, les matchs couperets commencent, on va connaître les qualifiés et les éliminés. Il me faut le vainqueur et le score. Burundi-Guinée.
Burundi, Guinée. Quelle Guinée, hein? Guinée-Conakry. Burundi, Guinée. 0-0. 0-0, Terence. 1-1. 1-1, ça se mouille pas. Bruno. 2-1 pour le Burundi. 2-1 pour le Burundi. Mélissa. 1-0 pour la Guinée. 1-0 pour la Guinée, ce qui qualifierait la Guinée. Madagascar-Nigeria. Madagascar qui est dans l'obligation de gagner. C'est mort, Nigeria. Nigeria. 3-0. Ah ouais. Dur. C'est le Nigeria. Terence. 1-0 Nigeria. 3-1 1-0 Nigeria. Nigeria. 3-1 Nigeria. Je vais dire 3-1 Nigeria aussi. Ah, 3-1 Nigeria. Parce que je pense qu'ils vont quand même marquer. S'il n'y a pas beaucoup de buts, je vous ramène pour venir vous excuser. Il faut se rappeler que j'ai dit 3-0 au Nigeria. Aussi, exactement. Ouganda-Égypte. Ah, voilà. Égypte. Égypte, ouais. Égypte 2-0. 2-0. Ce qui ferait Égypte 9 points sans faute. 3-0 Égypte. 3-0 Égypte. 0-0. Ah ouais. 0-0. Belle cote. 2-1 pour l'Égypte. 2-1 pour l'Égypte. Et enfin, nos léopards de la RDC face au Zimbabwe. Victoire impérative. Allez. On va dire quoi? 1-1. 1-1. Ouais. Ça élimine la RDC, ça. Ouais. Ils ont raté leur canne, ils seront sur leur lancée. 0-0. 0-0. 2-1 pour le Zimbabwe. Oh. 0-0. Je ne suis pas d'accord avec eux. Moi, je suis pour la RDC. On se retrouve. Je veux voir la RDC se qualifier. On se retrouve demain. Même les meilleurs d'ici là, portez-vous bien. En tout cas, merci à tout le monde pour votre participation. C'est très intéressant comme débat. Rendez-vous demain. Bonne soirée à tout le monde. Ciao, ciao.